Merci de vous connecter à cette session de jury Covid-19, une série de webinaires proposés par LexisNexis en partenariat avec le Club des juristes pour vous informer sur les implications juridiques de la crise sanitaire. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Isabelle Rome, bonsoir, magistrat et fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice, pour échanger sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Depuis le début de cette crise, les acteurs du monde associatif, médical et judiciaire alertent sur les risques accrus d'une recrudescence des violences à l'intérieur de la sphère familiale. L'ONU en appelle à des mesures pour faire face à la flambée mondiale des violences conjugales. En France, le ministère de l'Intérieur a communiqué des chiffres. Les interventions des forces de l'ordre sont ainsi en hausse d'1 tiers environ, tandis que les plaintes sont, elles, en baisse. Dans le contexte actuel, la difficulté majeure tient au signalement des violences. C'est la première étape sans laquelle la justice ne peut pas intervenir. Comment donner l'alerte? Quelles sont les nouvelles modalités de signalement? C'est ce que va nous préciser Isabelle Rome. Je l'interrogerai ensuite sur la réponse judiciaire donnée aux violences intrafamiliales dans ce nouveau contexte. Alors que l'ensemble des juridictions a fermé ses portes lundi 16 mars, la loi, puis les ordonnances sont venus adapter les règles procédurales et les outils mis à la disposition des acteurs de justice. Isabelle Rome, vous nous expliquerez comment chaque acteur de la chaîne judiciaire peut jouer efficacement son rôle dans ce contexte et garantir la sécurité des victimes. Au plan civil comme au plan pénal, quelle réponse l'institution judiciaire est-elle à même d'apporter? Auditeurs, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à l'aide d'un menu déroulant qui se situe à droite de votre écran. Sans tarder, je laisse la parole à Isabelle Rome. Je vous remercie. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, peut-être rappeler que la lutte contre les violences intrafamiliales, c'est une priorité de politique pénale de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, depuis plusieurs mois. Il y a eu le Grenelle des violences conjugales qui a permis un certain nombre d'avancées, que ce soit sur le plan des méthodes mises en œuvre, comme aussi sur le plan des modifications législatives qui sont d'ores et déjà intervenues. Et puis, donc, survient cette crise sanitaire sans précédent, donc qui amène à la fermeture des tribunaux. Alors, la priorité, bien sûr, demeure cette lutte contre les violences intrafamiliales avec un mot d'ordre, c'est la protection des victimes. Donc, j'allais dire, nous travaillons au ministère de la Justice avec ce logiciel de protéger les victimes. Et dans ce logiciel, il y a comme 3 programmes, c'est-à-dire que le premier programme, c'est porter les faits à la connaissance du juge, puisqu'il faut que nous ayons connaissance des faits pour pouvoir apporter une réponse. Donc ça, effectivement, il sera question du signalement. Ensuite, le deuxième programme, c'est comment rendre justice, comment rendre une justice de protection des victimes dans un contexte de haut risque sanitaire, c'est-à-dire comment protéger des victimes sans pour autant surexposer à un risque élevé les personnels, les magistrats, les greffiers, les avocats, les travailleurs sociaux, les justiciables eux-mêmes. Et puis, bien sûr, tout cela nécessite une adaptation des règles, et puis aussi une adaptation des dispositifs. Donc, c'est effectivement ce que je vous propose de voir avec vous et de vous présenter. Peut-être commencer effectivement à parler du signalement. Je pense qu'il est très important de bien dire que ce contexte de confinement, d'enfermement, peut-on dire aussi, n'est pas du tout propice à la révélation des faits de violence. Quand on vit à côté de son agresseur, s'il est assis à côté de vous sur le canapé, s'il a toujours les yeux rivés sur votre portable, il n'est pas facile de passer un appel, il n'est pas facile d'alerter. Et donc, il est important que les voisins, les proches puissent donner l'alerte s'ils entendent des bruits, s'ils sentent qu'il peut y avoir des violences. Donc, le premier numéro qu'il faut rappeler immanquablement, c'est le 17. C'est
quoi qu'il en soit, c'est le numéro d'urgence absolue, le 17, qui appelle les forces de l'ordre. Ça, pour cela, il faut pouvoir appeler. Pour une personne, pour une victime qui se trouve dans une situation de danger, mais qui ne peut pas parler, elle peut signaler, appeler les secours par SMS via le 114. Très important. Elle peut aussi signaler les faits sur la plateforme du ministère de l'Intérieur, elle ou tout proche d'ailleurs. Arrêtons, je crois d'ailleurs que tout cela s'affiche sur le PowerPoint, arrêtons-les-violences.gouv.fr. Ça, on est dans l'urgence absolue. S'il y a une urgence un peu moindre, elle peut télécharger aussi une application gratuite qui s'appelle AppL. Et donc, en téléchargeant cette application, elle va télécharger 3 numéros de téléphone de proches et puis sont automatiquement téléchargés les numéros d'appel d'urgence. Et ensuite, par simple pression sur le téléphone, eh bien, les numéros d'urgence seront prévenus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle sera géolocalisée. De même, tout ce qui se passe autour d'elle est enregistré. Donc ça, c'est une application qui est très intéressante et qu'il est très facile de télécharger et elle est gratuite. Donc j'attire l'attention aussi sur cette possibilité. Ensuite, si l'urgence donc n'est pas, comment dire, gravissime, n'est pas immédiate, eh bien là, il y a la possibilité d'avoir une information, une écoute, donc auprès de la plateforme 3919, qui commence maintenant à être bien connu, c'est le numéro d'appel de référence des violences faites aux femmes. Là, eh bien, la personne aura en face d'elle virtuellement, des personnes formées, spécialisées, qui dépendent d'ailleurs d'une grande association, d'un grand réseau qui s'appelle Solidarité Femmes, et elle pourra être conseillée, orientée. Ça, c'est le 3919. Et puis, vous avez aussi un autre numéro qui s'appelle le 116 006, qui est géré par des associations d'aide aux victimes qui travaillent de manière très régulière avec le ministère de la Justice, qui ne sont pas compétentes seulement pour les violences faites aux femmes, mais pour toutes les victimes de toutes les formes d'infraction, mais dont l'activité actuellement est en bonne partie occupée par les violences conjugales. Ce matin encore, j'avais le directeur du réseau France Victimes qui regroupe 132 associations d'aide aux victimes qui indiquait que le traitement des violences conjugales représentait actuellement à peu près un quart de leur activité et qu'ils avaient déjà fait remonter justement aux juridictions un certain nombre d'urgences. Voilà. Ensuite, il y a des dispositifs qui ont été mis en place spécifiquement justement pendant cette crise sanitaire. Alors, il peut s'agir de permanence téléphonique, puisque bien souvent, presque tout le temps d'ailleurs, il n'y a plus de permanence physique. Et là, je dois bien insister sur la mobilisation exemplaire des travailleurs sociaux, des associations qui se sont mobilisés pour mettre en place des permanences téléphoniques. Et donc, les grands réseaux comme les centres d'information droits des femmes, Solidarité Femmes, France Victimes, aujourd'hui sont à même d'assurer un accueil téléphonique dans le biais de permanences. Donc ça, c'est les permanences, associations d'aide aux victimes et associations spécialisées violences faites aux femmes. Ensuite, vous avez des initiatives qui ont été prises et il est important aussi de les mentionner parce qu'elles sont inspirantes et peut-être peuvent-elles susciter justement d'autres initiatives. C'est qu'il y a des barreaux, des avocats qui ont décidé aussi de mettre en place des permanences téléphoniques spécifiques. Violence intrafamiliale, c'est le cas, et je pense que ça doit s'afficher aussi, c'est le cas des avocats de Paris,
des avocats de Caen, des avocats de Bordeaux. Alors peut-être d'autres initiatives sont-elles mises en place, mais ce sont celles dont j'ai eu connaissance. Et puis, vous avez deux dispositifs qui sont mis en place, qui sont en train d'être mis en place et qui ont été annoncés la semaine dernière par deux ministres. Donc, le premier par le ministre de l'Intérieur, c'est un dispositif d'alerte mis en place dans les pharmacies. On sait que les déplacements sont extrêmement restreints aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on peut aller à la pharmacie. Et donc, à cet effet, le ministère de l'Intérieur donc, a adressé dans toutes les officines donc, une fiche réflexe afin d'expliquer la marche à suivre si justement une victime vient se présenter pour exposer sa situation. Et puis, un autre dispositif qui commence à être tout juste mis en œuvre, donc lancé par la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, qui est donc la mise en place de points d'accueil et d'accompagnement dans les centres commerciaux. Et là, donc, pour avoir fait le point aussi ce matin, j'ai appris donc que des points d'information, d'accueil commençaient à être mis en place dans la région lyonnaise, dans le Nord, dans le Val-de-Marne et je crois aussi à la Seine-sur-Mer. Et là, ces permanences sont assurées par des associations aussi qui interviennent, qui ont l'habitude d'intervenir soit dans le domaine de l'aide aux victimes, soit dans le domaine des violences faites aux femmes. Et je pense que c'est une initiative intéressante et il faut saluer aussi le courage et le dévouement de ces professionnels qui vont aller sur place pour accueillir des femmes en danger. Alors voilà, peut-être quelques mots sur les enfants en danger, puisque après j'aurai terminé. Vous avez le 119, qui est le numéro aussi de référence. Donc, il y a une campagne d'ailleurs de communication qui est lancée et justement, il faut qu'elle touche le plus possible de monde, appelez le 119. Et puis, il y a aussi une initiative très intéressante de professionnels dans une association qui s'appelle Les mots pour le dire, qui répondent en ligne. Normalement, ils s'adressent à des professionnels, mais là, exceptionnellement, ils ont décidé de parler à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des informations. Et donc, ce sont des médecins, des avocats, des psychologues, des assistantes sociales. Voilà un petit peu brosser tous ces signalements possibles. Alors, merci beaucoup. En effet, le signalement est clé. Ensuite, comment la justice prend-elle le relais pour traiter ces violences intrafamiliales dans ce nouveau contexte au sein des plans de continuation d'activité des tribunaux et de quels outils disposent les professionnels du droit aujourd'hui pour rendre la justice? Oui, alors effectivement, c'est une difficulté parce qu'il faut rendre justice et il faut rendre cette justice de protection, puisque c'est l'impératif de protection, sans surexposer donc les personnels et les différents intervenants à la procédure. Donc c'est le sens des ordonnances qui ont été prises donc à la fin du mois et qui ont adapté les règles procédurales. Donc, au civil comme au pénal, puisque donc, alors, il faut rappeler tout d'abord que les tribunaux sont fermés, mais que dès le début de la période de confinement, la garde des Sceaux a considéré comme contentieux essentiel les violences faites aux personnes, et parmi ces violences faites aux personnes, les violences intrafamiliales. Donc, premier acte, on dit contentieux essentiel. Deuxième acte, comment rendre justice dans ces conditions. Alors, on adapte, ça veut dire qu'on permet de tenir des audiences différemment. C'est pourquoi, en matière civile notamment, les ordonnances de protection, vous savez, ces mesures que peuvent ordonner les juges aux affaires familiales, non seulement pour protéger les femmes, souvent des femmes, mais ça peut être des hommes et des femmes victimes, mais aussi de protéger les enfants, parce que le juge aux affaires familiales, il va protéger la victime
il peut prononcer une interdiction d'entrer en contact et donc l'éloignement du conjoint, mais il va aussi organiser la vie de la famille. Ça veut dire parler de la résidence, des droits de visite, etc. Donc, pour permettre ces audiences d'ordonnance de protection, eh bien, il est prévu qu'elles puissent se tenir donc, dans le cadre de ces ordonnances pendant le temps de ce confinement, qu'elles puissent se tenir en visioconférence, voire même par téléphone. De même, elles peuvent, pour que la prise de connaissance des décisions soit simplifiée, eh bien, on n'oblige pas à faire signifier ces décisions. Le justiciable, la personne qui n'a même pas d'avocat, peut appeler et avoir le résultat. Il faut aussi signaler quelque chose d'important, c'est afin de ne pas rompre les mesures de protection, enfin la protection des victimes, eh bien, toutes les mesures de protection justement des victimes qui devraient normalement, qui auraient dû expirer pendant le temps du confinement, sont systématiquement prolongées. Il en va de même pour les mesures d'ordonnance d'assistance éducative qui protègent les enfants en danger. Elles sont aussi systématiquement prolongées si elles devaient arriver à expiration pendant donc ce délai du confinement. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Au pénal, eh bien, les enquêtes se poursuivent. Et puis là, vous avez plusieurs types de réponses. La priorité, c'est de faire cesser la cohabitation lorsque celle-ci est dangereuse. Voilà. Et donc, on peut le faire au civil, mais au pénal, on le fait de manière très systématique et dans l'urgence. Et donc, ça peut être dans le cadre d'un déferment, notamment. Donc, le procureur fait amener le mis en cause devant lui et il peut prononcer un contrôle judiciaire en prononçant l'éviction du conjoint du domicile et en prononçant également une interdiction d'entrer en contact. Si les faits sont plus graves ou en récidive, eh bien, il peut procéder carrément à une comparution immédiate devant le tribunal qui peut même prononcer un mandat de dépôt. Avez-vous des chiffres justement avez-vous des chiffres sur les procédures d'ores et déjà? Alors, donc, en fait, il est difficile d'avoir vraiment des remontées précises pour l'instant. Par exemple, j'ai eu tout à l'heure le président du tribunal judiciaire de Paris, alors là, qui me parlait des ordonnances de protection. Plus précisément, il m'indiquait que le nombre des ordonnances de protection qui ont été prononcées donc au cours de ces 3 semaines est à peu près similaire à ce qui est prononcé en temps normal, c'est-à-dire, je pense, entre 6 et 8 par semaine sur Paris. Et donc, ce qui montre que il y a quand même une adaptation de l'institution judiciaire à ces nouvelles règles. Et il tenait aussi à dire que les magistrats, que les greffiers étaient particulièrement mobilisés malgré les risques, malgré les risques de contagion. Et donc, je pense que c'est important aussi de dire que oui, nous les juges, nous les greffiers, nous les travailleurs sociaux, nous sommes aussi des praticiens de l'urgence dans cette situation aujourd'hui et de l'urgence de la protection. Et puis au pénal, les chiffres donc qui ont été annoncés par le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire à peu près d'un tiers de plus d'intervention des forces de l'ordre, ne se traduisent pas forcément par une hausse corrélative du nombre de plaintes, ce qui renvoie d'ailleurs, vous l'avez souligné d'ailleurs dans votre introduction, ce qui renvoie à la nécessité de bien signaler les faits, parce que ça veut dire qu'il y a un certain nombre de violences qui aujourd'hui ne sont pas forcément révélées, ne font pas l'objet forcément de dépôt de plainte. Voilà. Donc, pour l'instant, au pénal, il n'y a pas forcément une hausse particulière de l'activité en matière de violence intrafamiliale. Je sais, j'ai eu aussi
des retours du tribunal de Pontoise, lui aussi très mobilisé au siège comme au pénal, enfin comme au parquet, pardon, au siège comme au parquet, et avec un partenariat très développé. Eh bien, là, sur le nombre de présentations au pénal, je crois 9 sur 10 à peu près ont fait l'objet d'une éviction. On fait l'objet d'une mesure d'éviction du conjoint violent. Voilà. Donc, je pense que la double priorité, protection des victimes, éviter la cohabitation lorsque celle-ci est dangereuse, cette double priorité, je crois qu'elle est très inscrite dans le mental des magistrats aujourd'hui. Du droit, justement, en termes d'outils, comment ces professionnels rendent-ils aujourd'hui la justice? On parle d'audience en visioconférence. Je crois qu'il y a aussi une plateforme qui a été mise en place pour leur permettre alors voilà. C'est-à-dire que je vous ai parlé donc de cette nécessité de faire cesser la cohabitation lorsqu'elle est dangereuse et donc de prononcer l'éviction du conjoint violent. Aujourd'hui, il y a ce risque sanitaire, hein, donc on ne peut pas aller habiter n'importe où, on ne peut pas aller résider forcément chez sa sœur, chez sa belle-sœur, enfin voilà, chez son frère aussi facilement que peut-être il pouvait être fait auparavant. Les hébergements, le secteur de l'hébergement est très tendu, hein, c'est bien normal aussi aujourd'hui, notamment, bien sûr, le secteur de l'hébergement d'urgence. Et donc, il fallait que nous arrivions à trouver une solution, justement, enfin une aide apportée au parquet qui prononce cette mesure d'éviction du conjoint violent. Et là, grâce à un partenariat avec le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, eh bien, donc en travaillant avec le groupe SOS Solidarité, eh bien, donc nous avons réussi à mettre une plateforme d'éviction du conjoint violent. C'est-à-dire que lorsque je vais vous expliquer en 2 mots en quoi ça consiste, c'est-à-dire que lorsque le mis en cause donc est mis en garde à vue, eh bien ça peut commencer là, c'est-à-dire que dès l'officier de police judiciaire peut, à la demande du procureur, d'ores et déjà saisir la plateforme donc gérée donc par SOS pour signifier un besoin éventuel d'hébergement d'urgence pour cette personne. Ça peut être aussi un petit peu plus tard, ça peut être fait par un travailleur social qui fait l'enquête sociale en vue d'un déferment. Ça peut être aussi le procureur qui décide lui-même de faire cette saisine. Et donc, la plateforme qui gère cela se met en relation avec, vérifie d'abord s'il peut y avoir des places disponibles dans le circuit, j'allais dire normal de l'hébergement d'urgence. S'il n'y a pas de place dans le circuit normal de l'hébergement d'urgence, il prend contact avec une plateforme hôtelière et là, afin de trouver donc des nuitées d'hôtel. Hein, on part sur l'idée de nuitées d'hôtel, mais on a demandé aux téléopérateurs de bien vérifier que dans l'hôtel où donc le mis en cause pourra être hébergé, il n'y ait pas de femmes victimes. Bien sûr, on ne parle pas de sa victime, hein, mais de 2 femmes, quelles qu'elles soient, victimes de violences. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, ce qu'on fait, c'est que tout cela est chaîné, c'est-à-dire qu'on ne se satisfait pas de proposer cette nuitée d'hôtel. Immédiatement, le suivi du mis en cause est actionné. Et donc, les associations ou le service pénitentiaire d'insertion et probation sont saisis afin que le contrôle judiciaire puisse se mettre en place. C'est-à-dire que, alors bien sûr, ça sera sur le plan téléphonique, hein, vu le contexte, mais que le contrôle du mis en cause, le suivi sera pourra être effectué. Donc, nous avons aussi la mobilisation de tout le réseau des associations de contrôle judiciaire, donc Citoyens Justice,
qui a fait aussi un gros travail pour pouvoir mettre en place ce contrôle téléphonique. Et puis, nous avons aussi un autre réseau qui s'appelle la FNACAV, qui est la Fédération des accompagnants des auteurs de violences conjugales, qui aussi va intervenir dans le suivi, notamment dans la prise en charge psychologique des violences, puisque la violence, il faut aussi la prendre en charge psychologiquement. Pour éviter la récidive, c'est aussi traiter la violence. On ne donne, si vous voulez, on ne donne pas une gifle à sa femme comme on va voler à CD dans un magasin. Bien sûr, c'est grave aussi de voler à CD, mais une gifle, elle doit interpeller. Elle doit interpeller sur le plan psychologique. Il est important que dès le premier passage à l'acte, eh bien, cette violence soit prise en charge, soit prise en compte. Et c'est pourquoi nous insistons autant sur cette nécessité de mise en place d'un suivi immédiat du mis en cause. Y compris, bien entendu, dans ce nouveau contexte, les conditions sont tout de même différentes. Comment travaillent les magistrats et le personnel de justice? Alors, évidemment que c'est déjà, comme vous le savez, le service, il est très restreint puisque ne sont traités que ces contentieux essentiels dont font partie donc les violences intrafamiliales. Je pense que ce sont des conditions qui sont difficiles. Les mesures de protection ne sont pas toujours évidentes. Comment dire, ce phénomène, ce fléau est arrivé comme ça. Donc, je crois qu'assez rapidement, bon, il y a eu notamment du gel hydroalcoolique qui a pu être distribué. Les masques commencent à arriver, mais je pense qu'il ne faut tout de même pas oublier de rappeler, et je crois que c'est bien ce qui est dit aussi sur le terrain, ce qui est dit dans tous les tribunaux, ce qui est dit partout dans tous les services, c'est que bien sûr aussi, il faut respecter ces fameux gestes barrières qui sont extrêmement importants. Mais cela n'empêche pas que je pense que quand on va au tribunal, qu'on soit juge, procureur, avocat, greffier, travailleur social, je pense qu'on y va avec une certaine angoisse aujourd'hui. Et ça, il faut en avoir conscience. Voilà. Alors, bien sûr, il faut se protéger au maximum, mais il faut aussi avoir conscience que on n'est pas dans un climat de sérénité totale. Voilà. Et c'est pourquoi il nous semblait aussi important de pouvoir soutenir justement tous ces collègues et de mettre en place des dispositifs qui puissent les aider. Mais je pense que voilà, peut-être d'autres dispositifs pourront encore être mis en place. Vous voyez, en quelques jours, je trouve qu'on a déjà essayé d'inventer de nouvelles règles, ça bien sûr, de nouvelles règles procédurales, elles étaient indispensables, mais aussi de nouveaux dispositifs. Je pense que nous sommes sommés de nous adapter pour protéger. Oui, alors on le voit, la justice s'adapte, chaque acteur de la chaîne doit s'adapter. Si vous le voulez bien, nous allons prendre quelques questions d'auditeurs, elles sont nombreuses, elles tournent en particulier autour de la protection des victimes. On vous demande, en cas de suspicion de violence, quelles sont les mesures immédiates qui peuvent être prises pour évincer la victime du domicile sans qu'elle ait à retourner au domicile dans ce contexte du confinement. Des mesures immédiates, quelles peuvent-elles être? Bien, écoutez, alors, ça dépend si elle est, parce que là, vous dites, pour éviter que la victime retourne. Ça veut dire donc qu'elle est allée, par hypothèse, qu'elle est allée soit à la pharmacie, soit au commissariat. Bon, voilà. Bien, dans ces cas-là, il peut y avoir une éviction du conjoint, même si le procureur ne décide pas forcément d'enclencher des poursuites. Il peut tout de même prononcer une éviction du domicile conjugal dans le cadre d'une autre procédure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple qui s'appelle une composition pénale, où il peut prononcer l'éviction, même s'il ne déclenche pas de poursuite. Donc l'éviction, elle peut être prononcée très vite. Voilà.
Très bien. J'ai envie de vous demander également comment donc tous ces messages doivent être passés évidemment auprès du public concerné. Comment le ministère va-t-il communiquer sur tous ces dispositifs? Alors, écoutez, par un certain nombre de canaux qui sont traditionnellement et j'allais dire là plus particulièrement actionnés, je pense qu'il est important qu'il y ait une communication institutionnelle à travers le site du ministère, à travers des communiqués. La ministre a fait un certain nombre de communiqués, notamment sur les violences intrafamiliales. Elle a aussi fait une communication en fin de semaine dernière avec la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, notamment sur cette plateforme d'éviction des conjoints violents. Et puis, bien sûr, je pense que les réseaux sociaux, alors là, on critique souvent les réseaux sociaux, etc., mais là, je pense qu'ils peuvent être extrêmement utiles pour relayer le plus possible d'informations. Et là, si vous regardez bien, il y a énormément de messages qui sont diffusés par le ministère de la Justice. Moi, je suis aussi toujours en étroite collaboration, en contact quotidien avec la porte-parole du ministère de la Justice avec la direction de la communication et un certain nombre de messages très précis sont envoyés comme ça, bien sûr notamment sur Twitter, mais aussi sur d'autres réseaux pour tenter d'expliquer et lorsque c'est aussi un peu une surveillance de ces réseaux, c'est-à-dire que lorsque nous voyons qu'il y a certaines inquiétudes qui ont tendance à poindre, eh bien nous essayons aussi d'y répondre. Alors voilà, nous ne faisons pas de miracle, hein, mais en tout cas la mobilisation existe. Nous essayons, voilà, et je pense qu'il ne faut pas justement hésiter à nous interpeller et il nous est arrivé aussi de régler parfois des petits problèmes de procédure en une après-midi parce que justement tel ou tel dysfonctionnement nous était remonté. Voilà. Donc nous essayons aussi d'être le plus possible réactifs. Très bien. D'autres questions tiennent à la protection de l'enfance en danger. Vous l'avez évoqué au début de cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nouveau cadre de cette protection? Alors, le 119, c'est pas un nouveau numéro, hein, mais simplement, ce qui est important, c'est que en appelant ce numéro, il peut y avoir deux types de réponses, c'est-à-dire un premier type de réponse, c'est en cas de situation, mais qui ne paraît pas d'une urgence absolue. À ce moment-là, c'est un circuit, j'allais dire un peu classique de signalement qui peut se mettre en œuvre avec ce qu'on appelle une information préoccupante, donc qui sera ensuite traitée avec des travailleurs sociaux examinés, etc. Mais sinon, et ça c'est surtout ce qui va être important aujourd'hui, c'est l'urgence, c'est-à-dire que une fois que l'information est donnée donc au 119, eh bien il y a aussi un opérateur qui va, si la situation semble urgente, eh bien prévenir les services compétents de secours, de police, voire le pompier, enfin bon voilà tous les services qui peuvent être concernés par cette urgence. Et puis donc je vous ai rappelé donc ces prolongations des mesures d'assistance éducative. Et puis je pense qu'il ne faut pas aussi oublier que et ça c'est peut-être une chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais les ordonnances de protection, elles peuvent être, enfin en tout cas rien n'exclut qu'elles puissent être prises. Donc les ordonnances de protection, je rappelle, ces mesures de protection civile qui peuvent être prises par des juges aux affaires familiales, elles peuvent être aussi prises à l'égard des enfants. Et ça peut être aussi une réponse à un moment donné dans un contexte justement comme celui que nous traversons aujourd'hui, qui peut être exploré parce que justement, il entre aussi dans ce cadre particulier de traitement de ces violences intrafamiliales et des audiences en visio, etc. Tout ce que j'ai rappelé précédemment.
Très bien. Je vous remercie infiniment, Isabelle Rome. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais vous avez fait un tour d'horizon extrêmement intéressant, instructif pour chacun d'entre nous. Écoutez, j'espère avoir fait ce tour d'horizon et bien entendu, je pense que la justice est toujours perfectible, mais j'aimerais tout de même voilà, insister sur le fait que la mobilisation est très importante et que nous sommes tous conscients du risque encouru par, par les femmes, par les enfants qui se trouvent en situation d'enfermement avec des conjoints ou des parents qui peuvent être violents. Et je crois que l'attention de tous est au maximum actionnée. Voilà. Merci, merci infiniment. Merci à tous d'avoir écouté attentivement Madame Isabelle Rome. Nous vous retrouverons donc demain pour un nouveau webinaire. Nous recevrons Jean-François Humbert, président du Conseil supérieur du notariat. Je souhaite à chacun une excellente soirée. Merci, merci Madame. Merci, bonsoir.